Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ce matin invités par Arlette à la Haute Auberge des Halles de Nîmes, le cœur, comme aime bien préciser Philippe Roitin, le cœur de Nîmes, que sont les Halles de Nîmes. Merci Arlette de ton invitation. Rien. Ensuite nous sommes, on va couper les téléphones. Donc avec les chroniqueurs habituels, donc Jean-Luc Constant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. André Bonora. Bonjour. L'homme à la moustache romaine, Philippe Roitin. Bonjour. Et donc, notre invité du jour, la députée de la première circonscription du Gard, Françoise Dumas. Bonjour. Philippe. Ben, on est content de recevoir Françoise Dumas dans une émission un peu particulière parce que les élections ont eu lieu hier tard, donc aujourd'hui on est tous à essayer de se faire notre opinion. Françoise Dumas est députée de la première circonscription du Gard depuis 2012, d'abord sous l'étiquette PS, ensuite sous l'étiquette La République En Marche. Non, oui c'est ça. Oh, je les confonds toujours maintenant. Elle est conseillère municipale et communautaire. Elle est cadre territorial, ça me plaît, parce que moi aussi. Elle a passé tous ses concours, on m'a dit de le dire hier. Donc je le dis, elle a passé tous ses concours, elle a été vice-présidente du conseil régional en 2010 avec Georges Frêche, et elle avait le développement économique pour mission. Donc les questions d'aujourd'hui sont simples. Depuis un moment, depuis 4 mois, on essaye de discuter des municipales, nous, dans notre émission. Tout le monde nous dit, non, il y a les européennes, il y a les européennes, il y a les européennes, on dit, on a des municipales après. Bon, les européennes ont eu lieu. Alors aujourd'hui, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est, alors ça grenouille beaucoup à Nîmes autour de la candidature de la République En Marche. Il y a des noms qui sont avancés, il y a des adhésions, il y a des... Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, ce qu'on essaie de savoir, et que vous nous expliquiez, c'est est-ce que le résultat à Nîmes de la République En Marche, 21-64, est-ce que ça peut avoir une incidence sur les municipales? L'écroulement hier des Républicains, est-ce que ça peut avoir une incidence sur les municipales? Dire aussi, parce que moi j'ai une pensée, j'ai voté Yann Brossard, donc je suis très franc, j'ai une pensée pour Franck Proust, parce que je pense quand même qu'on est en Nîmois, il aurait mérité d'être député à la place d'Hortefeux, à mon avis. Bon, voilà, moi j'ai envie. Et voilà toutes les questions qu'on voulait aborder ce matin. Bon, ben, bonjour à tous, je suis heureuse d'être là. Vous le savez, si, lorsque vous m'avez proposé de choisir un lieu, pour moi, il n'y en avait pas d'autre. C'était venir ici, au cœur des Halles, parce que c'est le lieu où je viens me ressourcer toutes les semaines. C'est mon point de départ chaque semaine parce que c'est l'endroit où je dois revenir pour avoir l'impression de comprendre et de sentir et de revenir aux choses basiques, mais basiques au sens positif du terme, c'est-à-dire se nourrir, profiter du travail de tous ceux qui se lèvent tôt le matin. Et voilà, donc je suis heureuse d'être là. Je suis d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs envoyé un petit SMS hier soir à Franck Proust, un petit SMS de sympathie et d'amitié, en lui disant que je regrettais et que je le soutenais dans ces moments qui devaient être compliqués. J'ai eu une pensée pour lui parce que je crois qu'il n'avait pas démérité et que c'est dommage que l'on soit représenté dans le Gard par un autre député européen qui n'aura pas du tout les mêmes valeurs, quoi qu'on en dise. C'est ce qu'on avait déjà dénoncé lors d'une dernière émission. La constitution de l'équipe de la liste des Républicains qui ne prenait pas en considération justement le résultat et le travail, et en l'occurrence le travail de Franck Proust, au profit de personnes politiques qu'on essayait de recaser, des Morano et Co. Je pense que c'est le fait qu'il y ait Morano ou Hortefeux qui a fait que Franck Proust n'a pas été élu. Parce que je pense que ces gens-là ne sont plus aussi populaires qu'ils l'ont été, et je pense que c'est un peu la perte de cette liste. Et nous, on l'avait prédit que Franck Proust aurait des difficultés. Arlette, qu'est-ce que tu... J'ai juste envie de rajouter que peut-être qu'on est un peu gardois dans l'histoire. Peut-être que ceux qui sont sur le territoire de Nadine Morano ou de Brice Hortefeux passent l'inverse aussi. Oui, on est un peu égocentrique, mais c'est le propre de toutes les listes
Voilà, donc avec des proportionnels, on sait très bien, c'est un moyen aussi, soit de consacrer le travail qui a été fait, et je ne sais pas quel travail ont fait les autres membres de la liste LR, mais ce qui est certain, c'est que c'est toujours la même, on sort toujours. Mais le travail que Franck Proust avait fait aux autres en Europe, oui, mais ça vaut pour tout le monde. Mais ça vaut pour toutes les élections et on ne gagne jamais avec un bilan, ça c'est bien connu, malheureusement. Arlette. Voilà. Si vous voulez. Ça touche exactement moi, les questions qui m'interrogent, que ce soit au niveau européen, au niveau municipal, au niveau régional. C'est vrai que Franck Proust a même été, je crois, élu un des plus présents à son poste, un des plus assidus, ce qui quand même est méritoire, parce que les autres, tant qu'il on fait des tours, tu ne les vois pas souvent. Alors, et ce pauvre Proust, si vous regardez sa vie politique, c'est toujours comme ça. Hein. Il a cédé sur bien des choses parce que c'est quelqu'un qui est humain. Hein, quand il a voulu être député, qu'il s'est fait virer au profit d'autres, il a dit oui. Alors il paraît que pour être politique, il faut savoir que le père. Il n'a quand même pas frégué le maire, donc c'est quand même quelqu'un qui, moi, je juge humain. Seulement, voilà, il bosse, il fait du boulot. Déjà qu'on a du mal, nous, les gens de base, à comprendre quel est le travail qu'effectuent les élus, si en plus ceux qui bossent, on ne les prend pas, après vous étonnerez qu'il y ait des défections et des gilets jaunes. Ouais. Et enfin, il y a la notion de résilience. Il faut espérer pour que Franck, je crois que Françoise aussi, il y a eu un moment, Françoise Dumas, après les municipales, les dernières municipales, ça avait été compliqué aussi pour vous. À quel niveau? De revenir, enfin, par rapport à ce qui s'était passé aux dernières municipales, où il n'y avait pas pu avoir une liste d'union de gauche. Ah oui, non, ça a été... Le fameux épisode de la préfecture. Oui, le fameux épisode de la préfecture, où j'ai pris sur moi de passer plutôt pour une incompétente, alors que j'ai été pendant 10 ans, j'ai eu droit à tous les colibés en tant que femme, hein, vous imaginez bien. Une femme qui arrive en retard, etc. Puisqu'il y a quand même une large part de misogynie dans ce département, qui est culturelle, on va dire. Sauf que j'ai préféré prendre sur moi, justement, plutôt que de dire la réalité des choses, parce que la réalité des choses n'était pas très belle à voir, et que je pense qu'elle aurait largement contribué au passage du Front National au niveau des cantonales, et moi je tenais à ce qu'on garde le département. Donc j'ai préféré me taire, mais comment dire, je ne suis pas rancunière, mais j'ai de la mémoire. Donc là on est entre nous, il n'y a personne qui regarde. Est-ce qu'on peut, vous pouvez, personne n'en voit, aller un peu plus loin dans... Peut-être libérer un peu plus la parole? Non, je ne libérerai pas la parole là parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, je crois qu'il y a ceux qui ont des discours d'union et puis il y a ceux qui, derrière, en fait, vous disent très clairement qu'ils ne feront jamais l'union, avec lesquels vous êtes obligé d'avoir un discours pendant 6 mois ou 1 an de campagne, alors que vous savez dès le départ qu'il n'y aura jamais d'union. Et donc, je regrette qu'une chose à l'époque, et je n'ai que ce regret-là, et ça je peux vous le partager. Je regrette qu'une chose, c'est d'avoir écouté les partis politiques. J'aurais dû faire une liste composée uniquement de gens compétents, de gauche. Et j'avais pris un tiers de société civile, ce qui était déjà avant-coureur par rapport à ce qu'on a vécu avec le phénomène d'En Marche. C'est que je voulais faire une liste de personnes compétentes et je me suis laissée influencer par les partis. Je le regrette profondément. Parce qu'on n'attend rien des partis, que les paris sont cyniques et que, in fine, ils se foutent complètement de l'intérêt particulier et de l'intérêt général. Et anime plus qu'ailleurs, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, et là on le voit bien, là vous nous faites monter de bon matin, c'est que je pense que dans la situation dans laquelle on se trouve, vous êtes une ville en grande difficulté, eh bien on ne peut pas se permettre de fonctionner en termes de partis, et je regrette profondément de l'avoir fait la dernière fois, mais bon voilà, j'ai tiré les leçons de cette histoire. Je sais très bien qu'il y a un discours et puis il y a une réalité, et donc désormais je ne m'attaquerai qu'à la réalité et je prendrai effectivement toutes mes responsabilités, et ne comptez pas que je débarrasse le plancher et que je ne passe pas ma vie à consacrer, je ne consacre pas ma vie à la ville d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça. Je suis contrarié parce que je pense que sur une commune, ce n'est pas les partis qui comptent,
Et c'est l'équipe qui va Absolument. gérer la commune. Et ça, c'est très important de se retrouver de gens compétents, de gens sincère, populaires, aimés, sincères. Oui, et qui font du boulot. Voilà, et non pas des gens qui ont des postes partout. C'est ça. C'est très important. Et c'est très compliqué de faire une liste, en fait, parce que vous êtes contraint par des équilibres de hommes, femmes, partis, ancienneté, machin, et des choses qui vous sont imposées. Et en fait, ça ne va pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire une liste qui soit représentative de l'esprit nîmois. Et l'esprit nîmois, c'est un esprit centre-droit, centre-gauche, c'est un esprit un peu revanchard, un peu comment dire, râleur, un peu tout ce qu'on connaît, voilà. Mais c'est une ville où il y a énormément de gens qui ont beaucoup de talent et qui du coup ne s'expriment plus, y compris en marche. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, voilà, ils sont, la plupart des Nîmois très impliqués, sont dans la vie associative et du coup ne s'impliquent plus dans les partis. Je te vois bouillonner, Arlette. Non, pas bouillonner, mais se passer des partis, c'est aussi se faire flinguer par les mêmes partis. C'est-à-dire, moi je me souviens avoir vu des élections il y a longtemps, hein, Georgina Toufoua, quand elle s'est faite flinguer, c'était par les socialistes. Oui. Eux-mêmes. Donc, les accords avec les communistes. Donc, si une liste se présente sans l'appui des partis, elle se fera flinguer par les partis, ou ce qu'il en reste. Parce que mis bout à bout, ça fait du monde. Oui, mais là, à l'époque, il y a eu des accords nationaux qui ont fait qu'on n'a pas regardé quelle était la personne la plus à même à réussir. Il y a eu des accords de parti. Et ça, je pense que c'est un peu en train de Philippe, s'arrêter, ça. Je propose maintenant qu'on ait un regard tourné voilà, on va pas vers les municipales. Ouais. C'est quand même pas dans 1 an, c'est dans 8 mois, hein, les municipales. Ouais. Alors, Françoise Dumas, votre second mandat de députée, il est plus dans la lumière que le premier. Vous avez eu des missions nationales qui vous ont été confiées, donc vous êtes plus dans la lumière. Est-ce que vous jouerez un rôle important? Je pense que oui, mais c'est vous qui allez répondre, dans la désignation de la tête de liste d'En Marche à Nîmes, parce que c'est bigrement important. 21-64 hier, c'est important. Ou le soutien, en espérant qu'il n'y ait pas de soutien. Il y a une réunion vendredi, je crois. Oui, Alors, il y a une réunion. Alors, ça me paraît tout à fait normal quand on est élu et puis réélu d'avoir une petite légitimité. Voilà, je ne prends que la mienne, mais je prends au moins la mienne. Hein. Donc, quand on est élu sur son nom, on a une légitimité, quel que soit le parti dans lequel on est. Donc, je compte bien jouer un rôle important et je compte bien pouvoir exprimer, et je pense que je suis entendue, sur ce que je perçois de la ville, des enjeux à venir et de la situation actuelle. La situation actuelle, on la connaît. On est avec un Front National et on le voit encore aujourd'hui, le Front est encore en tête. Alors certes, il est plus bas que dans le reste du département. Nîmes a toujours été assez prudente par rapport au Front, parce que je pense qu'il y a de vraies valeurs, y compris religieuses, donc, que ce soit des valeurs chrétiennes, etc., qui font que il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas aller, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en cause. Il y a des valeurs d'humanité, des valeurs associatives qui font qu'on ne va pas. On va moins vers le populisme et les extrémismes et le rejet. Par contre, ce qui est très problématique, et là on en vient, je pense au paroxysme, ce qu'on a pu voir jusqu'à présent depuis 2 mandats, c'est que là on sent très bien qu'il n'y aura plus jamais d'union de la droite, et que cette union de la droite ne se faisant pas, on va se retrouver avec un électorat du 2e tour de la droite qui peut aller absolument dans tous les sens. Elle peut aller même dans d'autres sens, parce qu'on l'a vu samedi matin, la lecture qu'il faut en faire aussi de l'élection du conseiller communautaire. Ah oui. Hein, voilà. Donc il y a eu une élection, alors après elle est ce qu'elle est. Pardon, mais c'est la même situation que lorsque la gauche a été élue par défaut, lorsque la pierre est niquée, se tirait dans les pattes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc on peut se retrouver au 2e tour dans une quadrangulaire et avec un Front National qui arrive, avec une RN qui arrive avec 200, 300 voix. Moi ça c'est ma hantise. Je n'accepterai jamais que ma ville bascule. C'est pas entendable parce que ce serait pas la réalité de l'électorat. À la limite, ce serait la réalité, je dirais, bon, il faut respecter, on est en démocratie, on doit l'accepter. Ce n'est pas le cas.
Donc ça sera uniquement par des égocentrismes de personnalité, des égocentristes aussi. Et c'est voilà, donc ça c'est mortifère. Et prendre les Nîmois en otage de tout ça, c'est pas acceptable. Je crois que là on est face à une situation où on doit prendre nos responsabilités, tous, les uns et les autres, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Jean-Luc. Voilà, justement, avec la non-élection de Franck Proust aux européennes, ne pensez-vous pas que les cartes doivent être redistribuées? Mais si, mais on fait bien, on parle il en a certainement ras-le-bol. Ouais. Là, on fait de la politique fiction, hein, parce que vous voyez, hier on pensait qu'il allait être élu, moi j'espérais qu'il puisse effectivement représenter... au sondage. Voilà, donc là voilà, on est là aujourd'hui, on voit bien que la politique, c'est quelque chose d'humain, et on voit bien qu'avec l'humain, on ne connaît jamais les choses comme elles vont se passer. On a vu le niveau de mobilisation hier. Je tiens moi à présider chaque fois un bureau de vote, parce que ça me permet, et je change chaque fois de bureau de vote, ça me permet de sentir les choses. Et hier, moi j'ai été ravie de voir qu'il y avait énormément de jeunes, des gamins qui étaient, je les ai appelés les bébés 2000, parce que je regardais leur carte d'identité. Il y avait beaucoup de bébés 2000. Et bien moi je trouve ça plutôt positif. Et cet électorat, il s'est mobilisé, il faut en faire quelque chose, il va falloir écouter différemment. Alors à la fois, effectivement, Franck Proust va revenir, ou venir, ou en tout cas rester sur ce territoire désormais. Mais moi je vois aussi que les chiffres bruts, En Marche c'est 21%. 21% c'est plus à la marge, c'est une force de progrès, c'est une force qui incarne quelque chose. Maintenant, En Marche est installé sur ce territoire, comme ailleurs en France d'ailleurs, et il va falloir l'incarner, le faire vivre. Alors c'est une force avec toute sa vitalité, et parfois un peu sa naïveté de début d'implantation. Je pense que les marcheurs sont très intéressants parce qu'ils sont à la fois pas vraiment des militants, donc ils sont très critiques, mais ils sont aussi portés de bonne volonté. Donc il y a un nouvel élan qui est donné dans cette ville, et ça, il faut en faire quelque chose de positif. Alors tu as des militants en marche, comme vous les appelez marcheurs, mais il y a beaucoup de personnes qui sont sorties un peu de partout et qui se disent aujourd'hui marcheurs. Donc on voit des Jérôme Puech, on voit des Nicolas Cadenne, on voit des peut-être David Tébib, on voit donc Yvan Lachaud, Olivier Jalaguet. Non, mais alors donc là-dedans, comment ça va se faire? Donc c'est vrai que vous avez un rôle important par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui député et avec un rôle au niveau d'En Marche. Mais les Nîmois, on n'y comprend pas grand-chose parce que tout le monde se dit, tiens, il y a d'opportunités de prendre 21% des voix. Comment vous voyez les choses? Alors il y a trois catégories là dans ce que vous avez décrit. Il y a ceux qui ont adhéré, alors c'est facile, vous faites ça sur votre ordinateur, personne ne s'en rend compte, même pas nous, puisqu'on n'a pas la liste des adhérents, il faut qu'ils nous renvoient un mail pour qu'on puisse récupérer leur truc. Voilà. Oui, mais voilà. Ouais. Mais dans le lot, il y a, par exemple, un Jean-Paul Boré qui, apparaît-il, adhéré depuis le début du mouvement. C'est ce qu'on m'a dit, alors qu'il s'est présenté sans étiquette aux législatives et qu'il n'a même pas appelé à voter pour moi au deuxième tour. Enfin bon, c'est un cas particulier. Ça n'est un particulier, mais ça fait partie de ceux qui ont adhéré. Voilà. Après, vous avez des adhérents qui sont aussi marcheurs et qui sont présents, etc. Dans le lot de tout ce que vous m'avez cité, il n'y en a aucun. Parce que ce sont des gens qui ont adhéré mais qui ne participent pas au mouvement. Laurent Mespoulet? Ah oui, non, mais Laurent Mespoulet, ce sont des adhérents de la première heure, oui, mais qui sont des vrais marcheurs, aussi, mais qui sont des vrais marcheurs, qui émergent, qui se battent. Je pense à Abdo Souley, il y a plein de talents nouveaux qui sont très intéressants. Alors ça, c'est vraiment des vrais marcheurs. Abdel Kadri. Ça, ce sont... C'est la différence entre militant et adhérent. Voilà. Donc là, c'est des militants et des adhérents. Voilà. Donc dans les adhérents, oui, mais enfin les adhérents, ils participent financièrement, il y avait quelque chose. Là, c'est même pas le cas. Là, il suffit de cliquer et de rentrer. Après, vous avez quelqu'un comme Yvan Lachaud qui n'a pas adhéré et non content de ne pas avoir adhéré. Lui, il dit, moi, je demande juste le soutien. Parce qu'il a bien compris que c'était une force et que
voilà, qui pouvaient l'intéresser, lui amener quelques voix supplémentaires. Mais les valeurs que l'on porte, alors qu'il a fait la campagne de Fillon, qu'il a soutenu mon candidat, Sarko, n'en parlons pas, mais enfin bon, il a soutenu un peu tout le monde depuis 25 ans ou 30 ans. Donc il y a eu même parfois des alliances qui n'étaient pas aussi élégantes que ça à certains moments pour certaines régionales. Donc tout ça, il est à peu près passé partout. Et donc, effectivement, là, En Marche va être courtisé par tout le monde. Sauf que moi, je considère qu'on ne doit pas être une force d'appoint. On doit exister. C'est qu'on existe de facto. Avec 21%, on ne peut pas être une force d'appoint. Donc, il nous faut un ou une tête de liste qui connaisse la ville, qui soit authentiquement En Marche et qui soit capable de rassembler. Une femme, ça c'est clair. Un homme, une femme? Un homme ou une femme. D'accord. Et un profil un peu plus dessiné? Jérôme Talon l'avait fait déjà. Celui qui sera en mesure de pouvoir rassembler au deuxième tour et dont on est sûr qu'au deuxième tour, il n'aille pas faire des alliances qui seraient contraires à toute Je vais vous poser une question un petit peu crash. Pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui ont décidé de se présenter au municipal officiellement. Il y a Yvan Lachaud et Louis Jalagnier. Oui. Officiellement. Oui. En public. Oui, il y en a un qui demande un soutien, mais qui est centriste et qui est toujours UDI, Nouveau Centre. Et l'autre qui est LR, je pense. Oui, il a adhéré en Marche. Et qui a adhéré en Marche. Ça, c'est sûr, je le sais. Ça, Alors, je reçois toutes les adhésions et toutes les investitures. Hein. Votre choix. Mais j'ai pas à faire de choix de ce type-là. Ça se passera pas comme ça, parce qu'il y en a un qui demande un soutien et l'autre qui demande une investiture, ce qui n'est absolument pas la même chose. Donc on verra quels sont l'ensemble des investitures et quel est le meilleur des scénarios pour avancer. Un profil plus politique ou société civile? Je pense que surtout, il faut trouver la personne qui sera capable de rassembler au deuxième tour autour de lui. Parce qu'il y a eu plein d'initiatives. Vous parliez de Jérôme Puech, vous parliez d'Olivier Jalagnier. Ils ont bossé depuis. On parle aussi voilà, il y a eu les deux magnanimes. Oui, les 2 magnanimes en fait. Voilà. Donc il y a des initiatives qui ont été menées. Il y a des gens qui ont travaillé. Moi, je ne sais pas je ne suis pas invitée à leurs travaux, mais je pense qu'il y a quand même un terreau, il y a quelque chose d'intéressant, peut-être avec des talents nouveaux, avec des personnes nouvelles, qui peut-être qu'on ne connaît pas et qui peuvent apparaître au premier jour, au grand jour. Donc moi je pense que c'est un peu tôt pour dire qui. Par contre, la seule chose que je veux, et ça je pense que c'est acquis, c'est qu'on aura une investiture En Marche et on n'apportera pas un soutien dès le premier tour, ce qui me paraît la moindre des choses. C'est clair. Et vous, est-ce que vous pourriez abandonner votre mandat de député et prendre une tête de liste? Moi, je ne veux pas que ma ville bascule au Front National. Et je ne veux pas d'extrême à la ville. Voilà. Donc, je prendrai mes responsabilités au moment où elles seront nécessaires et en fonction de ce que me diront et le président de la République et le Premier ministre, et aussi voir un peu l'évolution des choses. C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Non, pas obligatoirement début juin. Les investitures, c'est pas... Pas obligatoirement début juin. On peut tout à fait décider, on a, vous le savez, une commission d'investiture qui va travailler et réfléchir et décider des investitures au fil de l'eau. Il y en a quelques-unes qui vont arriver très tôt, là. Il y a une vingtaine, une trentaine qui vont arriver. Réfléchir à ça, Vendredi, on a posé notre constat à nous et face, en lien avec ce que la commission d'investiture a déjà travaillé, a fait une remontée de données. Au niveau national ou local? Voilà, ils nous ont demandé notre avis. Au niveau national? Non, au niveau national, mais sur la situation locale. Donc on a parlé de toutes les villes de plus de 10 000 habitants pour avoir un peu notre point de vue. Donc moi j'ai parlé de Nîmes et de Beaucaire, vous comprenez bien que je pense que pour ces 2 villes-là, nous avons des stratégies particulières à mettre en œuvre et que ça demande certainement aussi une attention particulière parce qu'il y a un fort risque de Front National et ça, le président de la République, le mouvement En Marche, Stanislas Guerini, et vous le savez, je fais partie de cette task force exprès pour ça, sur l'ensemble des villes de France, on aura des stratégies particulières
qui doivent être nécessaires à mettre en œuvre pour toutes les villes qui peuvent basculer au Front National. Et je suis désolée, mais dans le Gard, il y en a deux, c'est Nîmes et Beaucaire de facto, puisque les prévisions... Les prévisions à Nîmes... Voilà. Non, mais elle fait moins de 10 000. Alors, ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu, voilà. Alors, on y attachera aussi beaucoup d'importance. Et je pense que ça, c'est ce que j'ai aussi dit à la commission, et j'en suis convaincue, c'est que nous devons, sur ce territoire, le Gard, vous l'avez vu, est un département noir, on peut le dire comme on veut, on a aussi une majorité au département qui est très relative, on a un président de département qui fait un excellent travail, qui est vraiment, là, pour le coup, est présent, bosse, et sur une logique de projet. Effectivement, il a une droite forte, il a une gauche forte. Je pense que c'est pas son choix, parce que je pense qu'il n'est pas né moi, et que je pense qu'il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire avec le département. Et il le fait de manière très intéressante. Et d'ailleurs, il s'implique beaucoup à Nîmes, avec le maire d'ailleurs. Hein. Et je pense que ça, c'est ça qu'il faut absolument préserver. Donc moi, je tiens à ce qu'on raisonne et pour les cantonales et pour les municipales. Voilà, pour qu'on ait l'ensemble des forces républicaines bien représentées. Que les cantons qui sont à gauche comme à droite, intéressants, sur lesquels il y a un bon bilan, avec des élus qui ont travaillé, il faudra aussi les préserver, parce que vous le disiez tout à l'heure, et tu le disais Arlette, on ne comprend pas les logiques de parti quand les gens ont fait leur travail. Parce qu'au bout d'un moment, qu'on soit de droite ou de gauche, quand on est présent, eh bien, on est reconnu comme tel. Et donc c'est ça qu'il ne faut pas détruire, parce que si on détruit ça, on n'aura à force que le Front National. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Paul Fournier a fait son travail par rapport à ce que vous venez de dire? Oui, je crois qu'il il y a des rumeurs qui circulent en disant que Françoise Dumas, après Info ou Intox, c'est la question, a tendance un peu à se rapprocher de Jean-Paul Fournier. Info ou Intox? Écoutez, moi je bosse avec tous ceux qui veulent travailler avec moi, tous ceux qui me demandent de les aider au niveau national, parce que je ne peux faire quoi? J'ai pas d'argent à donner. On n'a même plus de réserve parlementaire. Par contre, j'ai une capacité à ouvrir les ministères, c'est clair, et à pouvoir aider. Donc moi, quand on me demande de soutenir un projet, de la cité éducative, sur l'ANRU, sur la RN 106, eh bien, je fais partie de ceux qui talonnent les ministères pour défendre le Gard. Effectivement, je défends le Gard, et je le défends aux côtés et du maire et du président du département. Chaque fois qu'on me sollicite, je suis présente. Parce qu'une fois que les élections sont là, après, on doit faire le maximum pour aider les Gardois, pour aider les Nîmois. Et je le fais partout. Je l'ai fait sur l'UNESCO, je l'ai fait chaque fois qu'on me demande, je suis là, le maire le sait. Donc c'est pour ça qu'on souvent on me considère plus proche de lui, mais c'est parce qu'il est maire, tout simplement, et que je respecte sa légitimité. On ne peut pas dire qu'il n'a pas rien fait. Sinon, moi, quelqu'un qui fait 3 mandats, je suis désolée, quelqu'un qui est réélu sur son nom, il faut le respecter, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre. Respect du travail. La légitimité, elle vient du suffrage universel direct. Et toutes les personnes qui sont élues dans ce cadre-là ont une légitimité, c'est tout. Je pense qu'un député doit travailler avec tout le monde. Moi, je travaille avec son parti. Mais je ne travaille pas avec mon parti, je suis élu du peuple. Je suis élu de la nation. C'est pas un parti, c'est un mouvement d'ailleurs. Moi, j'ai une question totalement hors sujet qui n'a rien à voir justement avec l'élection. Vous avez été rapportrice ou rapporteur d'une mission concernant le nouveau permis de conduire. Ouais. Le nouveau permis de conduire. Et quand j'ai lu le texte, j'ai vu que les tranches de 18-34 ans, ce sont là où il y a malheureusement le plus de décès. 18-24. Oui, il y a aussi 24-35. Ouais, enfin, la plus criminogène, la plus accidentogène. Ouais. Il y a quelque chose qui a été fait, mais je n'ai pas vu, et je ne sais pas si vous en avez déjà eu l'occasion d'en parler ou pas, la puissance des voitures. Si vous faites des statistiques, regardez les jeunes avec quelles voitures ils se sont tués. En général, c'est des voitures un peu trop puissantes pour eux. Pourquoi ne peut-on pas limiter aux jeunes conducteurs, pendant 2 ans, 5 ans, une puissance de voiture? Si vous regardez les statistiques, vous verrez les voitures avec qui ils c'est-à-dire que la question serait détournée parce que si c'est pas, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai ma mission, la mission qu'on m'avait confiée le Premier ministre, c'était de dire rendez-moi ce permis plus accessible. Plus accessible, pas uniquement en termes de coût, parce qu'on a
un peu réduit les choses au cou. Je suis désolée, mais quelqu'un qui a besoin de plus de temps parce qu'il a des difficultés de compréhension, s'il lui faut 60 heures, ça sera plus cher que celui qui le passe plus vite parce qu'il a conduit avec ses parents depuis tout petit, en conduite accompagnée, etc. Donc, ce qui compte surtout, c'est de rendre, ma mission, c'était de rendre ce permis accessible pour tous et sur tout le territoire. Moi, je crois au maillage territorial, et si j'avais été mandatée par Gérard Collomb, c'est parce qu'il voulait que j'apporte cette défense en fait des auto-écoles, quoi qu'on en dise, même si j'ai été caricaturée dans la mission. Enfin, on fait de la politique, les auto-écoles ont fait du syndicalisme. Mais ma mission, c'était justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas les plateformes qui interviennent partout. Donc, c'était ça ma mission. Réduire la puissance des véhicules, ce n'était pas dans le cas de la mission. Ce qu'il fallait surtout, c'est faire en sorte que les jeunes soient mieux formés, plus conscients des difficultés, et aussi tenir compte des nouvelles façons de se mouvoir, des nouveaux modes de mobilité, parce qu'on partage la route, et que partager la route, c'est en fait apprendre la citoyenneté. Donc il fallait l'apprendre plus tôt. On commencera donc avec, on appelle ça le continuum éducatif, c'est un terme un peu barbare, mais on profitera du service national universel pour vérifier que tout le monde peut bien avoir le code, et puis voir aussi si tout le monde est en capacité de le passer. En tout cas, et de sensibiliser les jeunes à ça, et de leur expliquer que quand on roule sans permis, il y a quand même entre 600 et 800 000 personnes qui roulent sans permis. Eh bien, on prend des risques pour soi, pour sa carrière entière, pour sa vie entière, et on met en danger celle des autres. Après, la puissance des véhicules, ça pourrait de toute façon être détourné, puisqu'on peut louer à n'importe quel moment. Vous pouvez louer une Ferrari si vous avez envie une journée pour faire le beau, ou pour aller séduire une fille. Donc, ou un garçon. Ou un garçon. Ou un garçon. Donc, c'est plus expliquer en quoi la vitesse tue, comment on ne peut pas s'arrêter, combien de temps il faut pour freiner face à quelqu'un. Et c'est pour ça que dans le cadre des propositions que j'ai faites, qui vont être reprises dans 15 jours dans le cadre de la loi L'Homme, la loi sur les mobilités, j'ai demandé à ce qu'on fasse un effort particulier dans les auto-écoles en faisant des avantages fiscaux sur amortissement d'achat des simulateurs, parce que les simulateurs, c'est un bon moyen de faire conscience aux gamins que quand on est dans une bagnole et qu'on roule à 180 à l'heure et que vous avez un gamin qui traverse, que vous allez le prendre de face. Et donc ça, ces outils nouveaux permettent aux jeunes de faire des cours collectifs et de se rendre compte à quel point on peut se retrouver face à des situations qu'on ne peut pas vivre et ni subir dans le cadre d'un apprentissage classique sur la route, heureusement d'ailleurs. Moi, je pardonne, mais j'ai un peu des doutes quand je vois les jeux complètement débiles. C'est pas des jeux. Non, mais ils vont se croire devant un jeu vidéo dans lequel, plus qu'assassiner des gens, meilleur il est. Non, là, on se retrouve avec des vraies vitesses et des machins. C'est exactement comme si vous disiez que les conducteurs de chars, que les pilotes de chasse s'amusent à faire du simulateur. C'est qu'on ne peut pas. Ils sont plus éduqués, mais on les éduquera. Ça s'éduque aussi. C'est normal, c'est jeune. Oui, mais ça s'éduque. Et ça, il faut qu'ils prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience du danger pour eux et pour les autres. C'est pour ça qu'il faut commencer très tôt, et on commence très tôt. Alors, il va nous rester plus que 5 minutes, donc on va faire un dernier tour de table. Ouais. Non, mais peut-être, Arlette, pour faire un dernier table, pour conclure, on fera en conclusion, Arlette. Moi, on en parlait peut-être tout à l'heure en off, mais moi, je reste persuadée que ce qui est terrible, c'est l'incompréhension entre des élus dont non, ils ne sont pas tous pourris, non, oui, il y en a qui ont envie de pousser, on va parler de Franck Proust, qui est un exemple, voilà, des gens qui travaillent, et puis le peuple, mais non, on en parlait tout à l'heure de ça, oh, je parle. Non, mais c'est les élus que nous, certains d'entre nous connaissons, sont très peu connus d'une grosse partie de la population, et la population se sent pas comprise par les élus, parce qu'au milieu, il y a le fonctionnaire. Et alors le fonctionnaire, il y a des moments, et moi je le vis à ce moment, avec les problèmes que nous rencontrons ici dans les Halles, et bien à un moment, alors nous on est un peu plus structurés, on ne vient pas gilet jaune à mettre des baffes, mais enfin il y a des moments,
Ça donne envie. C'est pas loin. Et ça, c'est cette incompréhension, c'est cette échelle là au milieu. Il y a des moments où il faudrait, je ne sais pas quoi, il faut inventer autre chose. Hein. Jean-Luc? Non, peut-être je trouve que une question sur le permis de conduire, le nouveau permis de conduire. Dédé? Alors, moi, je rejoins ce que dit Arlette, c'est qu'il faut arrêter de faire de l'entre-soi et de prendre des gens ou des amis dans les listes municipales, là, puisqu'on parle de municipales. Cuisine électrique. Ne pas faire sa cuisine en disant je prends lui parce qu'il m'a rendu service, je prends lui parce qu'il peut me rendre service. Non, je prends des gens qui ont envie, qui veulent bosser et qui sont compétents. Ça, c'est très important. Alors, pour avoir un petit peu d'expérience de la vie politique et de la vie tout court et de la vie citoyenne, j'ai toujours travaillé ici. J'ai été assistante sociale, les gens me connaissent. Enfin, je veux dire, donc, je crois que la particularité de cette ville, c'est d'avoir une vitalité associative qui est considérable. C'est lié à notre culture, à notre histoire d'ailleurs. Et donc je pense qu'on a la possibilité de trouver plein de talents. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Je vais prendre un mal-couvreur. Vous connaissez tous maintenant un mal-couvreur. Un mal-couvreur, je l'ai connu en 88 pendant les inondations. On est devenus amis à cette époque-là, nous étions toutes les deux jeunes assistantes sociales. Eh bien, cette fille, je l'ai convaincue d'aller sur ma liste. Elle ne voulait pas, en me disant, moi je ne veux jamais faire politique. Mes parents m'ont toujours dit de jamais faire, au Maroc on dit de jamais faire de politique. Et je l'ai convaincue par l'affect, à vrai dire, c'est vrai. Mais je lui ai dit, je l'ai convaincue de venir sur une liste électorale parce que je savais que ce qu'elle faisait depuis des années, sa culture, sa personnalité, sa capacité d'empathie, de se mettre au service des autres, pouvait être utile pour tous. Vraiment, je me suis battue pour qu'elle vienne faire cette campagne. Elle y a pris goût, elle a trouvé ça intéressant. Et après, j'ai demandé au président Boide je l'ai proposé au président Boide comme conseillère départementale. Elle a fait un excellent binôme avec Christian Bastide. Et heureusement qu'elle était là, parce que je pense que Christian Bastide ne serait pas là du tout, puisque ça aurait été Tolède. Donc ils ont fait un excellent binôme, et j'en suis très fière, pour les deux d'ailleurs, parce qu'ils se complètent. Donc, et voilà, c'est un talent parmi tant d'autres. Moi, les talents, je peux vous en trouver des 50 et des milliers, et c'est pas de l'entre-soi. C'est une future candidate pour les municipales de Nîmes? Non, je crois qu'elle ne... J'en sais rien, mais en tout cas, il y a beaucoup de talents, et moi, je peux vous en trouver. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents. Et moi, j'ai toujours aussi confiance. Je repère des jeunes et je fais du coaching, parce qu'en fait, et surtout chez les femmes, j'en finirai par ça, parce que beaucoup de femmes me disent, mais non, mais moi, en quoi je suis capable de quoi que ce soit? Les hommes ne se posent jamais cette question. Donc oui, à Nîmes, il y a beaucoup de gens de talent, il en reste des réserves, il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'abri de tout ça parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans les logiques et les prises et les duels entre les uns et les autres, mais ils sont présents. La ville de Nîmes est pleine de talents et des talents intéressants sur lesquels on peut s'appuyer. C'est ne pas dire je veux être élu pour travailler, pour être connu et avoir le briller, mais je veux servir. Servir. Ça, c'est très important. Et servir et pas se servir. Et on peut être élu et servir et continuer à le faire. Philippe, le tour de table, oui, la conclusion. J'avais une question qui nous emmènera dans notre débat. Est-ce que vous pensez que Beaucaire peut être récupéré il n'y a jamais rien de perdu en politique. Je demande, et je m'emploie à faire se rencontrer les conseillers municipaux sortants de droite, ceux qui n'ont pas voulu d'aller, qui ont favorisé l'accès parce que ça sert aussi d'exemple, Beaucaire. C'est que c'est pas anodin, parce que les gens, parfois ils disent, bon, ben on essaie le Front National, on essaie RN, c'est pas grave. En quoi c'est grave? Eh bien, on voit Beaucaire, l'état de Beaucaire actuellement. C'est une ville qui est isolée du reste de la communauté de communes. C'est une ville qui ne bénéficie plus aucun soutien des collectivités. C'est une ville qui bénéficie d'une mauvaise image. Et on voit bien que c'est parce que la droite n'a pas voulu s'allier et de faire le Front républicain la dernière fois qu'on se retrouve maintenant avec un RN installé et qui va être difficile d'enlever. Il n'empêche, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Et donc, au moins, un minima, que ceux qui n'ont pas pu s'allier la dernière fois
fasse une liste d'intérêts communal, républicain, et qu'on en sorte. Moi, on doit le faire, et en tout cas, je sais, y compris à droite comme à gauche, il y a des représentants politiques qui sont d'accord pour y travailler, et nous y mettrons des moyens particuliers. Et donc, dans le cadre de la task force que Stanislas Guérini m'a confié, avec Anne-Laure Catelot, nous allons prendre ces villes et non pas dire ceux qui ont voté Front National sont des incapables ou ne comprennent rien, mais au contraire, on va dire, on va écouter cette souffrance-là et voir au niveau de l'État qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour éviter que les gens se désespèrent encore plus et doutent autant. Voilà. Donc c'est un vrai travail de fond qu'il nous faut faire tous, nous devons tous le faire. Merci. Merci. Il va falloir qu'on coupe, malheureusement. Hein, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que ça passe à une vitesse. Arlette, merci beaucoup de ton accueil. Merci à vous de prendre en considération les Halles, qui, je le rappelle, sont certes le cœur, mais aussi le ventre de Nîmes. Oui. Et en tout cas, celui de la rue Général Perrier, qui est déserté de plus en plus Complètement. par les commerçants. Voilà, c'est notre atout. Et en même temps, il faut pouvoir le mettre en avant en permanence parce que c'est là où que les gens travaillent, c'est là où les gens se nourrissent. Il faut que ce soit accessible à tous et que ça reste un lieu populaire. Et avec des évolutions, puisqu'il est prévu des nocturnes aussi. Les Halles commencent à... Oui, ça avance. Commence à... La On est très prochaine fiers. nocturne, ce sera le 17 août, un jeudi. Le jeudi de... Même Montpellier nous les envie. Même Montpellier. Ils nous ont copié. J'ai amené Philippe Sorel. Philippe Sorel est venu. On refera une émission sur les Halles de Nîmes parce qu'en fait, il faut remercier aussi Françoise Dumas, vos collaborateurs qui nous ont aidés, Soukaina et Félix, deux valeurs montantes aussi qui ont de la politique. On les remercie de nous avoir aidés. Merci beaucoup Françoise et puis bonne route. Merci à vous de m'avoir accueilli. En tout cas, c'était agréable, mais on peut continuer. Au revoir. Oui. Au revoir. Café. Merci Benjamin, pardon. Benjamin Baron aussi, qui est là pour nous filmer avec toujours des bons plans et un super montage. Donc merci Benjamin de ta compétence.